bonjour à tous. Vous êtes avec nous au moins jusqu'à 14 h, Céline? Oui, 14 h. On devrait aller jusque-là, en théorie. Peut-être même au-delà, ça dépend. On est Nous sommes le mercredi 23 septembre. Et il est un peu plus que 12h30. On reçoit aujourd'hui un invité focus Alain Plaisir, qui est le leader, le président du CIPA, qui a présenté hier sa liste pour les prochaines régionales. Mais on parlera surtout aussi de ça, ce bouquin intéressant, la préférence guadeloupéenne qu'il faut avoir lu, et même plus que lire. On recevra plus tard Madame Evelyne Chicou, qui est là aussi, qui a publié cet ouvrage Le sang oublié et qui raconte un peu l'histoire des Amérindiens dans notre pays. Et puis comme chaque mercredi, la chronique culture, la culture selon Martine, qui nous promet des surprises, bien sûr, comme d'habitude. Tout à fait, qui viendra nous parler un peu de culture au coin de ce ZCL qui va commencer avec les titres, et c'est Céline qui les développe. Les titres, en effet, de ce mercredi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ulcérés d'être privés d'eau depuis plus de 6 mois, mais plus encore qu'on leur demande de payer leurs factures. Eh bien, des habitants de Cap-Esther ont bloqué ce matin la Nationale 1 à Sainte-Marie dans les deux sens. Et puis, quoi de neuf, docteur, nous reviendrons bien, sur cette étude publiée par l'ARS via l'ORSAG concernant la santé des Guadeloupéens. Et puis on fera un saut à Paris pour parler de l'IFRECOR qui s'occupe de préserver nos récifs coralliens, un institut qui travaille, Danick, de façon étroite avec les collectivités ultramarines. Et de Paris, voilà. Bien, c'est le sommaire du journal qu'on va développer tout à l'heure, mais pour l'instant, on va s'entretenir avec Alain Plaisir, qui est notre invité focus aujourd'hui. Alain Plaisir, la première question que je vais vous poser, quand vous dites la préférence guadeloupéenne, parce que est-ce que le titre n'est pas un petit peu ambigu, parce que vous savez que c'est un terme qui a été, le terme préférence a été utilisé par un autre parti qui n'est pas le vôtre. Vous avez vraiment tenu à avoir ce titre-là. Nous sommes opposés à ce parti dont il est question. Pour ne pas le nommer, c'est le Front National qui porte la préférence française. Mais il n'y a pas que le Front National qui a parlé de la préférence française. Il y a l'Union européenne qui a mis en place ce qu'on appelle la préférence communautaire. Et la préférence communautaire, c'est mettre en place une série de mesures pour que la culture et l'industrie de l'Europe fassent concurrence aux importateurs venant d'ailleurs. Donc c'est un système qui, en réalité, un système de mécanismes douaniers fiscaux qui permettent à un pays d'être compétitif sur la scène internationale. Donc c'est pour cette raison que je me suis inspiré des grands principes de la PAC, la politique agricole commune, pour mettre en place, pour proposer en tout cas une préférence guadeloupéenne. Donc ça n'a rien à voir avec la référence que vous avez citée. Comme vous le disiez. Alors, la deuxième question, avant de passer la parole à Céline, c'est quand on voit un peu votre parcours, vous le disiez tout à l'heure un petit peu en off que vous n'êtes pas né de la dernière pluie politiquement parlant, mais il y a un combat que vous avez mené, que vous avez lancé et qui est souvent repris. Il y a encore 2 jours, on parlait de ça avec M. Bandou, c'est la conquête du marché intérieur. Où en sommes-nous de cette question? La conquête du marché intérieur, c'est vrai que c'est une idée que j'ai formulée depuis fort longtemps, puisque depuis 2000, j'ai écrit un livre qui est ici, par aux éditions Jazor, Propositions pour le changement. Et dans les propositions pour le changement, la première proposition, c'est de conquérir le marché intérieur. Alors pourquoi cette idée, conquérir le marché intérieur? Alors il faut comprendre que dans un pays, vous vivez à la fois d'importation et d'exportation. Or, nous, pendant des années, on a donné comme vocation à la Guadeloupe d'exporter des productions traditionnelles pour alimenter le commerce en France. Alors, traditionnel, c'était le sucre, bien avant l'époque coloniale, mais ensuite la banane qui a fait son apparition dans les années 20. Donc, cette agriculture-là, c'est une agriculture qui est différente de ce qui se passe ailleurs, dans les pays développés. Dans les pays développés, on développe une agriculture pour nourrir la population et donc pour favoriser un commerce intérieur. Tandis que nous, dès le départ, c'est une agriculture de type colonial. Nous avons eu comme destination fournir, on a des matières premières, on n'en a pas, mais en tout cas des produits agricoles qui ne se font pas dans les pays tempérés. Donc le sucre et la banane. Ça a marché plus ou moins bien jusque dans les années 1980. À partir de ce moment-là, les années 80, l'Europe
est rentré dans un système libéral, a ouvert ses frontières aux importations d'autres pays, par exemple pour la banane, l'Europe a ouvert, voilà, et l'Afrique, aux pays d'Afrique, et même de plus en plus aux pays d'Amérique centrale, les pays du Salvador. On appelle donc ça la banane dollar. Et cette banane concurrence notre production. Et en même temps, comme l'Europe est devenue libérale, l'Europe a supprimé toute notion de préférence communautaire. Donc, plus on va avancer dans le temps, moins notre banane sera compétitive. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, la banane est condamnée. Et d'ailleurs, les planteurs ici, ils le savent, puisque beaucoup d'entre eux ont déjà été investis en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc ils savent que, peut-être que les politiciens ne le savent pas, mais les gens qui comprennent un peu l'économie savent que dans ce système-là, dans quelques années, il y aura peut-être de la banane pour la production, pour la consommation locale, mais l'exportation sera éliminée. Le sucre, c'est à peu près le même processus. L'Europe a décidé, en 2017, de supprimer les quotas garantis. Oui. C'est-à-dire, maintenant, vous avez un prix garanti. Si vous faites... nous avons un quota garanti qui était de 90 000 tonnes, mais qu'on n'atteint pas. On est aux alentours de 50 000 tonnes de sucre. Mais ces 50 000 tonnes-là peuvent s'écouler en France parce qu'il y a un prix garanti qui est donné aux planteurs et aux industriels. En 2017, il n'y aura plus de quota garanti. Donc vous voyez que nos rares productions d'exportation, les deux principales, mais il n'y a presque rien. Après il y a le rhum. Le rhum c'est 700 000 €. C'est très marginal. Donc ces deux productions, c'est un peu moins de 200 millions d'euros. Par contre, on achète 2,7 milliards d'euros de marchandises. Il y a eu un article dans la presse locale où on parlait du déficit de la balance commerciale que moi j'ai commenté d'ailleurs. On est à 6%. On est à peine 6%. Et ce qui est important à souligner, c'est que la situation se dégrade d'année en année. On achète de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'on achète? On achète évidemment des biens industriels, on achète des carburants, mais si on n'achetait que ça, le problème c'est qu'on achète, on achète de la viande. On achète la viande, 80% de notre production de viande vient de l'extérieur. On achète des ignames du Costa Rica. Des ignames, on achète du poisson, on achète des crabes, on achète du poulet. 90% du poulet, ça vient de l'extérieur. Le lait, ça vient aussi à 100% de l'extérieur. Alors rappelez-vous, il y a quelques années, on faisait du lait pour lui. Donc vous êtes en situation où vous ne pouvez pas être compétitif sur le marché international. Par contre, si vous établissez des règles sur votre propre marché, le marché guadeloupéen, vous pouvez conquérir une partie de ce marché, notamment dans les produits agricoles, comme je viens de vous dire, les produits de l'élevage, les produits de l'agriculture, la pêche, etc. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, nous sommes dans une situation au niveau mondial, où il y a une grande compétition, qu'on appelle la mondialisation, mais en réalité, c'est la suppression des barrières douanières fiscales, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, et sur ce marché international, nous ne sommes pas en mesure de lutter à armes égales. Par contre, sur notre marché intérieur, on peut, c'est comme une équipe de football, vous savez très bien que quand vous jouez sur votre terrain, vous êtes un peu plus fort que si vous jouez sur le terrain d'adversaire. Mais c'est pareil. Et je vais prendre un exemple pour montrer que toute l'argumentation que j'ai développée depuis quelques années, l'histoire me donne raison. Quand les Européens disent l'éloignement c'est un handicap. Et moi je dis non, l'éloignement ça peut être un avantage. À titre d'exemple, actuellement vous avez assisté à tout ce qui se passe en Europe, en France particulièrement, par rapport aux importations de viande porcine et de lait. Et la Bretagne en souffre. Bretagne. Et pourquoi? Parce que ce sont des voisins même de la France, l'Allemagne, un peu plus haut, les pays du Nord, le Danemark, la Lituanie, qui vendent la viande. Et comme ils arrivent à produire à moins cher qu'en France, ils vendent la viande plus chère que les producteurs français. Ça fait les cours chutent et ça provoque la faillite des producteurs français. Et nous, l'éloignement fait que les quelques producteurs de viande porcine existent encore, mais imaginez si on avait une frontière avec l'Europe, ça aurait subi le même sort. Bon, donc ce qu'il faut faire, c'est de dire, il y a des choses qu'on peut produire en Guadeloupe, mais pour les produire, il faut prendre en compte qu'on est dans un système capitaliste qui fonctionne avec des règles, la loi de l'offre et la demande, et si vous produisez
plus cher que les autres, vous n'allez pas vendre. C'est pour cette raison que je propose un certain nombre de mesures pour faire face à la concurrence. On comprend très bien la démarche, hein. Il y a aussi du bon sens aussi quelque part dans cette approche économique. Est-ce que pour vous il y a un modèle vertueux quelque part dans le monde de marché justement qui a su avoir cette intelligence aussi de nourrir son marché intérieur et qui fonctionne bien? Mais vous avez à peu près tous les pays industriels ont fait cette démarche. Priorité pour nourrir la population. Vous avez un pays capitaliste, par excellence, qui est le Japon, qui considère que le riz, c'est une production stratégique. Parce que les Japonais, comme beaucoup d'Asiatiques, se nourrissent de riz. Et disent, si demain il y a une guerre, si demain il y a un problème quelconque et on ne peut pas s'approvisionner à l'extérieur, il faut qu'on puisse manger. Donc, ils mettent des droits de douane très importants sur le riz importé pour que les producteurs de riz japonais puissent continuer à faire du riz, parce que le Japon ne peut pas se permettre de vivre sans production de riz. Et l'Europe même a mis en place un système de préférence communautaire, qu'on appelait l'Europe verte, et qui fait que l'Europe, globalement, est l'un des plus gros producteurs agricoles. Même la France qui a des problèmes, la France exporte du blé, exporte à peu près tout, le sucre, du lait, du beurre. Donc ces pays industriels, même si ces pays industriels font de l'industrie, font des services, mais gardent une base agricole. Alors qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas d'industrie, mais la base agricole a été éradiquée. Donc on vit de quoi? On vit de services. Mais un service n'a jamais développé un pays. Le service, on appelle ça le tertiaire. Le tertiaire, ça veut dire que ça vient en troisième position. Premier, le primaire, c'est l'agriculture. Deuxième, secondaire, c'est l'industrie. Troisième, c'est le tertiaire. Mais nous, les deux premiers n'existent pas. On est le tertiaire. Et comment le tertiaire fonctionne en Guadeloupe? Pas avec les richesses produites, pas avec une répartition des fruits de la richesse, mais simplement avec des transferts sociaux au public. Donc ça ne peut pas marcher. Parce que si vous avez une économie qui est basée uniquement sur des consommateurs qui n'ont pas créé de richesse, mais qui vivent des allocations familiales, des RSA ou de la paie des fonctionnaires, à un moment donné, le système va créer du chômage. Parce que le nombre de consommateurs, il est toujours le même, c'est 400 000, et les commerçants ne peuvent pas se multiplier des commerces. Donc le système, au moins, il est bloqué. Et c'est ce qui provoque le chômage. C'est ce qui fait qu'en Guadeloupe, le chômage se développe de plus en plus. On est presque 30% de personnes en âge de travailler, mais parmi la fraction des jeunes, c'est 60%. Un pays ne peut pas. Donc moi, je propose une alternative, faire autre chose. Ce que je développe en matière de production, il faut faire aussi autre chose, c'est-à-dire de nouveaux rapports avec nos voisins. Donc pouvoir négocier avec nos voisins, mais pouvoir négocier ce qui n'est pas le cas, puisque nous n'avons pas de compétences en matière de commerce extérieur. Justement, alors, vous disiez que la Guadeloupe, c'est un pays à vocation agricole, mais qui n'est pas un pays agricole. Est-ce que l'agriculture peut créer des richesses dans ce pays? Tout à fait. Si on développe. Si, tout à fait. Est-ce qu'il y a des productions, en dehors de la canne et de la banane, qui sont des productions, comme vous avez dit, coloniales, traditionnelles? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent nous conduire premièrement, à une autosatisfaction de notre marché intérieur et puis peut-être même au développement? Tout à fait. Alors déjà, on n'est pas obligé d'être un grand scientifique pour savoir qu'en Guadeloupe, il y a quelques années, nous mangions de la viande qui était produite par les vaches ou les bœufs des éleveurs guadeloupéens. Nous mangions du poisson qui était pêché par nos pêcheurs. Nous mangions à Noël, le plat traditionnel, c'était Zignam Poitibois. L'igname venait de Guadeloupe, les Poitibois venaient de Guadeloupe, particulièrement de Marie-Galante. Je peux prendre l'exemple des poulets, les produits de la pêche. Les produits de la pêche. Est-ce que vous savez que nous achetons le chiffre d'affaires de l'importation de produits de la mer, c'est 30 millions. C'est supérieur, c'est nettement supérieur au chiffre d'affaires de nos pêcheurs. Et c'est quoi ce poisson que nous mangeons? Mais ce sont des poissons que nous avons mangés jusque dans les années 90. C'est dorade, ça vient de Chine ou du Pérou. C'est chatte, ça vient aussi de l'extérieur. C'est Vivano qui vient du Venezuela, etc. Donc ça veut dire que vous avez eu un créneau à un moment donné qui a permis de développer une production agricole, qui a permis de garder à la terre ce nombre de personnes,
et ce qui a permis de maintenir un taux de chômage qui était nettement inférieur à celui-là. Dans les années 90, début des années 90, on était à 19%. Maintenant, on est à 27%. Et c'est lié à... Donc, pour répondre à votre question, nous pouvons produire à peu près tout. Quelqu'un disait, il y a pratiquement que le blé qu'on ne peut pas faire ici. Et on peut tout faire. On peut tout faire. Je rappelle que la pomme de terre n'est pas issue de l'Europe. Non, c'est l'Amérique latine. Du Mexique. Bon, que le maïs aussi. Et donc les Européens ont su récupérer des productions des pays tropicaux. Le cacao aussi d'ailleurs. Le cacao aussi, on fait plein de produits. Donc nous avons toutes ces productions qu'on doit développer. Et à partir de ces productions, faire de l'agroalimentaire. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, bon, ben il y a quelqu'un qui a une industrie qui a obtenu des subventions dans l'île voisine pour acheter du concentré de fruits. Pour concentrer de fruits pour faire du jus soi-disant local. Oui. Or, dans ce fameux jus local, il n'y a que l'étiquette qui a été faite. L'étiquette et l'eau. Oui. Le reste, il n'y a rien de local là-dedans, puisque concentré de fruits. Donc pourquoi ne pas développer une industrie, une agriculture fruitière qu'on peut faire, on a plusieurs régions ici, il y a des choses qu'on peut faire à Côte-sous-le-Vent, il y en a qu'on peut faire en Grande Terre, dans les Grands Fonds, en Marie-Galante, pour alimenter une industrie agroalimentaire. Alain Plaisir, est-ce que le travail ne coûte pas trop cher en Guadeloupe aujourd'hui? Voilà. Bonne question, mais je développe ça dans le livre. Donc effectivement, le coût du travail est plus élevé que chez nos voisins. Oui. Nos voisins de la Caraïbe, de l'Amérique latine ou des pays en voie de développement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je vous ai parlé du Japon, qui a considéré que c'est une production stratégique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est subventionner vos producteurs. Oui. C'est comme partout dans le monde d'ailleurs. L'agriculture est subventionnée partout. Y compris aux États-Unis, y compris en Europe. Il faut subventionner vos agriculteurs. Alors, comment les subventionner? Et c'est où je fais appel à ces mécanismes douaniers fiscaux. C'est à partir d'une taxe que j'appelle le prélèvement, qui sera fixée sur des importations concurrentes. Et l'argent de cette recette n'ira pas au conseil régional, au conseil général, ni aux communes qui en font un peu, qui font le fonctionnement, qui gaspillent cet argent en achetant des belles voitures, en allant en France, en descendant des hôtels à 700 € la chambre. Ça ira, la taxe spécifique, qu'on appelle le prélèvement, ira pour donner un complément de recette aux agriculteurs. Aux producteurs. Ça va être producteurs agricoles ou industriels. Alors j'avais pris l'exemple dans le livre l'INIAM qui revient aux agriculteurs environ 1,40 €, 1,30 €. Ouais. Il ne peut pas vendre à 1,40 € ni 1,50 €. Oui. Donc ils peuvent vendre entre 2,20 € et plus cher que l'igname du Costa Rica. Donc, moi, la taxe, si je prends le prélèvement 70 € sur le quintal sur l'igname importé, ça me permet de donner 0,70 € aux producteurs comme soutien, ce qu'on appelle un complément de recette. Donc, moi, je ne vois pas d'autres solutions si on ne met pas en œuvre ce que j'ai écrit dans ces livres-là. Et qu'est-ce qui empêche justement? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté politique ou alors les gens qui sont au pouvoir s'en fichent complètement du développement de l'agriculture, de la production guadeloupéenne? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une forme d'incompétence. Ouais. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont été élus, ils ont un budget, eh bien, ils répartissent le budget. C'est ça qu'il faut. Alors prenons la région qui a d'habitude un budget aux alentours de 700 millions, il y a 250 millions de fonctionnement pour payer les agents, pour acheter des voitures, pour faire des concerts gratuits, etc. 250 millions qui ne vont pas dans la production, et qui ne vont pas dans le développement. Et dans les 250 millions qui restent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bouts de route. Alors les gens sont contents, on a beau de route, on fait un lycée. Bon, il faut faire des lycées, bien sûr. Bon, mais ça ne va pas aider la production. Or, si vous n'aidez pas la production, vous ne faites pas reculer le chômage et vous ne créez pas d'emploi. Parce que vous faites une route, c'est ponctuel. La route, quand elle est terminée, les gens ne travaillent plus. Tandis que quand vous créez l'emploi dans la production agricole et industrielle, vous créez de la richesse. L'autre aspect qu'il faut prendre en compte, parce que les gens, il faut qu'ils voient ça de manière globale, quand vous achetez des marchandises à l'extérieur, il y a un flux de marchandises, mais un flux financier aussi. C'est l'argent de la Guadeloupe qui va, je ne dirais pas enrichir, qui va au moins donner des revenus
à des gens qui vivent ailleurs et qui va créer de l'emploi. Donc il faut renverser, ce qu'on appelle renverser. Il faut renverser ponctuellement à partir d'un certain nombre de produits que vous allez déterminer. Bon, alors eux, ils ne sont pas dans cette logique-là. On a l'impression que le chômage augmente, chômage, enfin, ils font de l'autosatisfaction. Ça, c'est un premier élément. Je pense qu'il y a une part d'incompétence. Et deuxième élément, c'est vrai qu'il faut en parler, il y a un problème de compétence juridique, puisque ce que je propose de mettre en œuvre là, il faut avoir une compétence douanière. Or, cette compétence douanière, vous ne l'avez pas au niveau, quand vous êtes une région. Il faut que les téléspectateurs sachent, ceux qui ne le savent pas, que nous sommes une région européenne et que le tarif des douanes qui est appliqué en Guadeloupe, c'est le même qui est appliqué à Hambourg, à Gênes, enfin tous les ports européens. C'est le même, c'est exactement le même. Or, ce tarif, il est mis en place pour les Européens, pour l'économie européenne, qui est tout à fait différente, qui est une économie, c'est quand même les pays les plus développés du monde, les pays européens. Les 28 pays, commercialement, ces pays-là sont même devant les États-Unis, quand on les met ensemble. Quand on a l'habitude de dire l'Allemagne et compagnie, mais quand on les met ensemble, c'est la plus grande puissance commerciale du monde. Et ces pays-là, donc, vont déterminer un tarif en fonction de leurs intérêts. Ils vont dire, par exemple, on va protéger l'industrie automobile européenne. Donc, ils vont mettre une taxe. Bon, mais nous, une taxe sur l'automobile, ça ne nous arrange pas, bien au contraire. Par contre, ils ne vont pas mettre une taxe sous l'eau. Oui, ils vont mettre sous l'eau, mais ils ne vont pas mettre une taxe sur le poisson, le vivano. Ils ne mangent pas de vivano, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, quand ils prennent des décisions, ils ne prennent pas en compte, puisque nous, on est une région. Donc ça pose la question qu'il faut un statut nouveau. Alors, un statut nouveau, ce n'est pas la révolution. Nous, ce qu'on propose, c'est avoir les mêmes compétences, par exemple, que Saint-Barthélemy, qui a mis en place, qui a demandé, qui a obtenu une compétence douanière fiscale. Or, il faut savoir que Saint-Barthélemy, jusqu'à présent, c'est un port franc. Il n'y a jamais eu de douanier à Saint-Barthélemy, jamais. Bon, et peut-être qu'il n'y en aura jamais, et pourtant, il demande une compétence douanière. Il faut réfléchir. Moi, je réfléchis. J'invite ceux qui nous dirigent à réfléchir. Comment voulez-vous un pays qui n'a jamais eu de douanier, qui est un port franc, où les marchandises peuvent rentrer librement, décide d'avoir une compétence douanière et fiscale? Pourquoi? C'est simplement parce qu'ils ne veulent pas que les lois et règlements européens s'appliquent automatiquement chez eux. C'est des questions. Oui, justement, on comprend très bien votre argumentaire, on vous suit très bien dans la logique, mais effectivement, on se dit, en fait, c'est tout le système qu'il faut revoir. Donc, par quoi on commence? Est-ce que c'est le consommateur qui se met à ne plus aller acheter les produits entrants? Est-ce que ce sont les producteurs par quoi on commence, en fait? Mais où on commence, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent les Guadeloupéens, il faut qu'on mange guadeloupéen. Moi j'appelle ça le discours affectif. Si vous avez quelqu'un... Mais est-ce que c'est pas le premier réflexe? Parce oui, que mais c'est un acte politique aussi de consommer. Oui, on peut le dire. Bon, d'autres le disent, c'est pas la peine que je le répète. Mais là, ça ne résiste pas à l'analyse. Si vous avez quelqu'un qui gagne moins de 900 €, c'est le cas de milliers de Guadeloupéens. Il faut savoir que 22% de Guadeloupéens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Les gens qui sont dans ce cas-là, ils se reconnaissent. Donc c'est pas leur première inquiétude. Donc non, mais c'est même pas ça. C'est que quand vous avez un pouvoir d'achat limité, que vous avez payé avec moins de 900 € votre loyer, vous avez payé l'électricité, l'eau, vous avez payé tout ça, il vous reste très peu d'argent pour consommer. Donc vous n'allez pas acheter un produit guadeloupéen parce que c'est un produit guadeloupéen, vous allez acheter un produit le moins cher. Si à côté il y a un Vivano sur le marché à 10 €, un Vivano ou n'importe quoi d'Adora à 10 €, et que dans le supermarché il y a ce même Vivano 4 €, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, puisque c'est même cahier, c'est des darnes de dorade, 4 €. Je donne des exemples et je montre la photo. Donc, le discours affectif, à la limite, ça peut être même dangereux, parce qu'on va faire croire aux gens, ah ben, si vous êtes des bons Guadeloupéens, ah ben, achetez local. Mais ils ne peuvent pas acheter local, à part quelques petits bourgeois ou quelques bons patriotes acharnés. Donc, il faut mettre en place, en économie, il y a des règles. Il n'y a pas de sentiment, c'est la loi de la jungle. Donc il faut mettre des règles, et ces règles-là, ce sont des mécanismes qui permettent de protéger la production, et en même temps qu'on protège la production, on aide les producteurs. Si on ne fait pas ça, on est mort. Voilà. Donc c'est une décision politique. C'est une décision politique. C'est pour cette raison que moi, je suis le fondateur du CIPA. J'ai créé, enfin j'étais à l'origine, parce qu'il y a d'autres camarades avec moi, mais j'étais
à l'initiative de la fondation du SIPA, à partir d'un autre livre que vous n'avez pas ici, qui s'appelle Conquête du marché intérieur, qui est un livre qui a eu énormément de succès. Et malheureusement, je suis persuadé que dans d'autres pays, ils vont prendre cette recette, ils vont l'appliquer. Ils vont l'appliquer. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes ailleurs qui étudient. Bon. Et notamment chez nos voisins qui sont déjà passés à un autre stade que nous, puisqu'ils sont dans la collectivité unique. Bon. Donc, si vous ne mettez pas en place ces mécanismes, vous allez disparaître. Il n'y aura pas d'agriculture vivrière en Guadeloupe, et donc il n'y aura pas d'industrie non plus. Donc, alors, je disais, le SIPA, c'est quoi? Comité d'initiative pour un projet alternatif. Si c'est alternatif, c'est que c'est différent. C'est différent. Parce que autrement, c'est pas l'alternance, c'est pas changer Pierre, c'est pas changer Victorin pour mettre Harry, c'est mettre en place un autre projet. Parce que si vous n'avez pas un autre projet, eh bien, les mêmes effets vont produire les mêmes résultats. Donc, on est dans cette logique et nous, on prône un nouveau statut qui existe dans la Constitution française, qui existe dans la Constitution arabe, qui existe dans la Constitution européenne, qui est un statut de pays territorial d'outre-mer où nous sommes des pays associés à l'Union et auxquels nous pouvons mettre en place une autre politique économique et sociale, mais en même temps, pour rassurer les gens continuent à avoir la citoyenneté française et voire même la citoyenneté européenne. Alain Plégier, vous avez présenté donc hier votre liste pour les régionales. Nous sommes ici, comme on dit, d'une télévision de proximité. Les gens qui vous regardent ont envie de comprendre quel va être le moyen que vous allez proposer pour pouvoir, premièrement, les convaincre, ce qui est important, et deuxièmement, faire en sorte qu'il y ait un changement. Parce qu'en réalité, tout ce que vous dites économiquement, ça se traduit par une politique. Quelle politique vous prônez avec la liste SIPA? Bon, alors qu'est-ce que nous allons convaincre? Nous savons déjà, parce que nous ne sommes pas des naïfs, nous savons que nous n'allons pas convaincre la clientèle électorale des gens qui sont en place. C'est peut-être possible, pourquoi pas? Je pense que oui, peut-être une fraction, mais il y a des gens qui se posent même pas de questions, qui vont même pas porter attention à ce que nous disons ce soir, actuellement. Par contre, il y a des milliers de Guadeloupéens qui en ont marre de cette politique. Il y en a des milliers qui ne votent pas. Et il y en a des milliers qui disent il y a même bitin. Il y a tout le même bitin là. Et il y en a d'autres qui disent nous avons les élus qu'on mérite. Nous nous adressons à ces personnes-là. Nous nous adressons aux citoyennes et aux citoyens. Et nous disons aux citoyennes et aux citoyens, voyez les gens qui étaient avec vous dans les luttes. Moi, personnellement, j'étais syndicaliste pendant 40 ans. J'étais dans les luttes, toujours pour défendre les intérêts des plus humbles. Quand j'étais parmi ceux qui ont mis en avant la lutte contre la vie chère, quand j'ai négocié avec les grandes surfaces et que j'ai négocié avec la région en même temps pour que les prix soient moins chers en Guadeloupe, c'était dans cette optique, il faut aider les plus défavorisés. Donc, je ne suis pas un politicien professionnel. J'ai jamais demandé, je me suis jamais proposé pour être maire, ni pour être conseiller départemental. Mais je pense que dans ce combat-là, qui est capital pour la Guadeloupe, il faut que nous soyons là pour dire aux Guadeloupéens, il y a une autre politique qui est possible. Alors l'autre politique que nous allons développer dans la campagne, c'est de dire premièrement qu'il faut qu'il y ait une production guadeloupéenne. Donc le message principal, parce qu'il faut un message qui s'adresse aux producteurs agricoles, industriels, aux artisans, parce que les artisans sont des producteurs aussi. Quelqu'un qui fait un menuisier, c'est un producteur. On s'adresse à ces personnes-là. Et on dit à ces personnes-là, nous allons vous aider. Parce que vous êtes indispensable pour le développement de la Guadeloupe. Nous disons également que la Guadeloupe, c'est un archipel, composé de 7 îles. Et il faut que chaque habitant, où il se trouve, ait le même traitement. Que vous habitiez à Pointe-à-Pitre, ou que vous habitiez à Grand-Bourg de Marie-Galante, ou que vous habitez à Terre de Haut, Terre de Bas, il ne faut pas que les marchandises soient plus chères. Donc, ça, il y a des mesures à mettre en place et nous sommes en mesure, je ne vais pas dire parce qu'on va nous copier, mais je suis en mesure de développer ça pendant la campagne et quand nous serons à la région, on pourra mettre en œuvre ces mesures-là.
L'avant-dernière question, vous Céline. Alors je crois que justement cette liste est une liste ouverte aux citoyens. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on veut vous rejoindre les rangs, vous accueillez les militants et les partisans? Et même des simples citoyens, tout à fait. Mais nous avons eu des appels déjà. Nous avons eu des appels parce que la liste, premièrement, on dit qu'elle est, bon, comme on est un parti politique, c'est vrai que j'ai été désigné comme tête de liste, mais il n'y aura pas que des gens du CIPA. Elle sera ouverte à des citoyennes et des citoyens qui souffrent au quotidien de problèmes de l'eau, problèmes de transport, qui souffrent réellement et qui sont indignés. Et l'indignation se traduit par des appels, par exemple, sur le répondeur. Et bien nous disons à ces personnes-là que votre indignation se transforme en acte politique. Un acte politique, comme ça s'est fait ailleurs. Comme ça s'est fait en Espagne avec le Podemos. C'est-à-dire que des citoyens qui n'ont jamais fait de politique ont fait irruption dans le débat. Et dire, on en a marre des politiciens traditionnels qui sont là pour leur mandat, et nous, on veut qu'il y ait un programme. Première. Et deuxième chose que nous disons, et nous avons dit hier, c'est la démocratie participative. Les choses se passent sans que les citoyens le savent. Donc nous allons... ça veut dire être associé aux décisions. Voilà. Quand il y aura des décisions importantes à prendre au Conseil régional, notamment le débat d'orientation budgétaire, nous allons présenter ces documents à la population. Nous allons débattre à la population parce que qu'est-ce que c'est un rapport d'orientation? C'est faire des choix. Alors, pour un exemple, le choix, à un moment, il y a un choix qui a été fait, plutôt le Memorial Act que l'eau. Voilà un choix. Peut-être que si on avait demandé à la population, les gens auraient dit plutôt l'eau que le Memorial Act. C'est ça la démocratie. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va appeler les citoyens, on va participer avec les citoyens, on va demander aux citoyens d'être acteurs de leur propre destin. Alors, on va terminer là-dessus et je vais vous poser la dernière question, qui est une question, elle n'est pas électorale, mais c'est une question qui va intéresser beaucoup de Guadeloupéens. Les lois Lurel pour le panier de la ménagère et les lois Lurel pour la baisse de l'essence, échec ou mat? Fiasco total. Fiasco total, parce que la loi Lurel, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a un panier de la ménagère, et ce panier, c'est environ 100 produits, et ce sont les commerçants eux-mêmes qui fixent la baisse. Alors ils vous disent qu'ils ont baissé de 10% sous 100 produits. Mais il y a des milliers de produits. Certains qu'on ne trouve pas d'ailleurs. Certains qu'on ne trouve pas. Mais les milliers autres ne sont pas concernés par le panier. Donc on peut augmenter ces produits-là. Mais nous, on a proposé des choses. Nous, on dit qu'il faut appliquer l'article 410.2 du Code du commerce qui dit que dans un pays où il n'y a pas de concurrence, parce qu'il n'y en a pas en réalité, il y a eu des rapports, il faut réglementer les prix. Il faut faire en sorte que certains produits, notamment les produits de première nécessité, les prix soient fixés par l'autorité politique, mais pas l'URL, l'État. C'est l'État qui décide de fixer les marges. Alors il faut savoir que maintenant, même avec la loi l'URL, les marges, c'est quelquefois de 60 à 90%. Un produit qui coûte 1 euro, il coûte 1,60 € en Guadeloupe. Ouais. Et donc la loi, ça n'a rien donné. L'essence, j'ai eu l'occasion de faire une polémique publique avec le président. D'ailleurs, je suis prêt à faire un débat avec lui quand il veut sur l'essence. Il a voulu faire croire aux Guadeloupéens que l'essence était plus chère en Guadeloupe qu'en Martinique à cause du transport. J'ai fait la démonstration, le transport ne rentre pas, puisque c'est un produit réglementé. Ce qui fait la différence sont les taxes locales, c'est-à-dire la taxe sur le carburant, fixée par la région, l'octroi de mer et l'octroi régional, qui sont supérieurs en Guadeloupe qu'en Martinique, ce qui fait que l'essence coûte 10 centimes de plus en Guadeloupe qu'en Martinique. Et je rappelle qu'en Martinique, il n'y a jamais eu de ministre, mais ça va nettement mieux en Martinique qu'en Guadeloupe. Vous avez eu là deux éléments peut-être qui feront le buzz peut-être dans votre campagne. On vous remercie d'être venu. Je rappelle aux gens qui ne l'ont pas, c'est pas son projet de campagne, mais c'est un bouquin qu'il faut avoir chez soi et d'avoir lu. Et il est très compréhensible en tout cas. Merci en tout cas, Alain, plaisir d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on peut que vous souhaiter bonne campagne. Merci et vous beaucoup. Retrouvez demain à la région, peut-être, on ne sait pas. On est au combat. Allez, est au combat. Merci. Merci. Céline, il est presque 13 heures. On va prendre une page pub et puis on se retrouve pour un rappel des titres avant de recevoir notre prochain invité. Mais avant ça, vous aurez